Chouette, chapitre 5. Roy bâcla ses devoirs en 1 heure. En sortant de sa chambre, il entendit sa mère parler à son père au téléphone. Elle lui disait que Trace Middle avait décidé de ne pas sanctionner Dana Matterson à cause de ses blessures. Apparemment, le collège ne tenait pas à provoquer les parents de Dana au cas où ils envisageraient d'intenter un procès. Quand Mrs. Eberhardt en vint au récit de la violente prise de bec entre Dana et sa mère, Roy s'éclipsa par la porte de derrière. Il sortit sa bicyclette du garage et l'enfourcha. 20 minutes plus tard, il arriva à l'arrêt du bus de Béatrice Lipp et, à partir de là, refit facilement l'itinéraire de sa malchanceuse poursuite à pied du vendredi. Quand Roy atteignit le parcours de golf, il cadenassa sa bicyclette au tuyau d'un jet d'eau et se mit à courir le long du même fairway où il s'était fait mettre KO. Il était tard dans l'après-midi, il faisait une chaleur humide et il y avait peu de golfeurs à l'horizon. Néanmoins, Roy courut tête baissée et un bras levé pour dévier les balles perdues au cas où une autre volerait dans sa direction. Il ralentit seulement en rejoignant le bouquet de pins d'Australie dans lequel avait disparu le garçon qu'il pourchassait. Les pins cédaient la place à un fourré enchevêtré et dense de poivriers du Brésil et de broussailles qui semblaient impénétrables. Roy en battit les abords, cherchant un accès ou un signe de présence humaine. Il n'avait pas beaucoup de temps avant qu'il fasse noir. Abandonnant bientôt ses tentatives pour découvrir une trouée, il s'enfonça parmi les poivriers qui lui griffèrent les bras et lui giflèrent les joues. Fermant les yeux, il se fraya un passage en gesticulant. Petit à petit, les branches se clairsemèrent et le sol sous ses pas devint pentu. Il perdit l'équilibre et se mit à glisser le long d'un fossé qui courait tel un tunnel à travers le fourré. Là, à l'ombre, l'air était frais et sentait la terre. Roy aperçut des pierres noircies qui encerclaient une couche de cendres, un feu de camp. Il s'accroupit près du petit cratère et examina la terre tassée autour. Il dénombra une demi-douzaine d'empreintes identiques, toutes dues à la même paire de pieds nus. Roy plaça sa chaussure dans l'une des empreintes et constata sans surprise qu'elles avaient à peu près la même pointure. Sur un coup de tête, il s'écria « Eh oh, t'es là ?» Pas de réponse. Roy poursuivit lentement son chemin le long du fossé à la recherche d'autres indices. Dissimulés sous un tapis de plantes rampantes, il découvrit 3 sacs poubelles, dûment ficelés. Le premier contenait des ordures courantes. Bouteilles de boissons gazeuses, boîtes de soupe, sachets de chips vides, trognons de pommes. Le deuxième, un tas d'habits de garçon soigneusement pliés. T-shirts, blue jeans et sous-vêtements. Mais ni chaussettes ni chaussures, remarqua Roy. Au contraire des 2 autres, le troisième sac n'était pas plein. Roy défit le nœud, jeta un œil à l'intérieur, mais ne distinguait pas ce qu'il renfermait. Quoi que ce fût, c'était volumineux au toucher. Sans réfléchir, il retourna le sac et en répandit le contenu sur le sol. Un tas de grosses cordes marron en tomba. Puis les cordes se mirent à remuer. Oh, fit Roy, des serpents, et pas n'importe lesquels. Ils avaient une large tête triangulaire, comme les serpents à sonnettes du Montana, mais leur corps, couleur de boue, était d'un embonpoint qui ne disait rien qui vaille. Roy reconnut des mocassins bouche de coton, très venimeux. Ils n'avaient pas de sonnette pour prévenir avant de mordre. Roy vit qu'on leur avait trempé le bout de la queue dans des paillettes bleues et argent, du genre qu'on emploie en cours d'expression artistique. C'était un plus très particulier. Roy lutta pour rester immobile, le temps que les serpents se démêlent à ses pieds. La langue frétillante, certains mocassins se déployèrent sur toute leur longueur, tandis que d'autres se levaient mollement. Roy en compta 9 en tout. Ça sent mauvais, songea-t-il. Il faillit sauter en l'air quand une voix s'éleva du buisson de houx dans son dos. « Bouge pas !» lui commanda la voix. « J'en avais pas l'intention, fit Roy, je le jure. » Quand il vivait au Montana, Roy avait fait une fois une randonnée le long de la Pine Creek Trail jusqu'à l'Absaroka Range qui domine Paradise Valley et la Yellowstone River. C'était une excursion de l'école comprenant 4 professeurs et 30 élèves. Roy s'était laissé distancer exprès,
Puis une fois au bout de la file indienne, et à l'insu des autres, il s'était détaché du groupe. Abandonnant le sentier trop fréquenté, il obliqua et remonta en zigzag la pente d'une crête boisée. Son plan était de couper en douce par le sommet et de redescendre tranquillement pour se retrouver en tête des randonneurs. Il pensait que ce serait rigolo si, en arrivant fourbu au campement, il le découvrait en train de roupiller au bord du ruisseau. Roy se fraya en hâte un chemin entre d'imposants pins parasols. La pente était jonchée de bois mort, friable, et de branches cassées, les débris de nombreux hivers froids et venteux. Roy grimpait prudemment, évitant de faire du bruit, car il ne voulait pas être entendu des randonneurs un peu plus bas. Il s'avéra que Roy était trop silencieux. En entrant dans une clairière, il se retrouva face à une énorme ours grizzly et à ses 2 oursons. Impossible de dire qui fut le plus surpris. Roy avait toujours eu envie de voir un grizzly en liberté, mais ses potes à l'école lui disaient « Tu peux toujours rêver. Peut-être dans le parc de Yellowstone, mais pas par ici. » La majorité des adultes passent toute leur existence dans l'Ouest sans voir la griffe d'un seul. Et pourtant, voilà Roy, et 30 mètres plus loin, dans la clairière, 3 ours, vrais de vrais, grognant, soufflant et se dressant sur leurs pattes de derrière pour mieux le toiser. Roy se rappela que sa mère avait rangé dans son sac à dos une bombe lacrymogène, mais il se souvenait aussi de ce qu'il avait lu sur les rencontres avec des ours. Ces animaux ont une mauvaise vue et la meilleure chose qu'un homme ait à faire, c'est de rester parfaitement immobile et silencieux. Ce que fit Roy. L'ours cligna, gronda, cherchant à flairer son odeur dans le vent. Puis elle émit un son de toux sèche et ses petits, obéissants, filèrent dans les bois. Roy avait du mal à déglutir, mais il ne bougea pas. La mère ours se dressa de toute sa hauteur, montrant ses dents jaunes et fit mine de l'attaquer. Intérieurement, Roy tremblait de terreur, mais extérieurement, il demeura calme, sans faire le moindre mouvement. L'ours l'observa attentivement. En la voyant changer d'expression, Roy s'imagina qu'elle en avait conclu qu'il était trop soumis et chétif pour représenter une menace. Après quelques instants très tendus, elle retomba à 4 pattes et, sur un dernier reniflement de défi dédaigneux, s'en alla d'un pas pesant retrouver ses oursons. Roy ne bougea toujours pas d'un pouce. Il ignorait si les ours s'étaient beaucoup éloignés et s'il ne risquait pas de revenir le pourchasser. Pendant 2 h 22, Roy demeura planté comme une statue de plâtre, à flanc de montagne, jusqu'à ce que l'un de ses professeurs le découvre et le ramène en sécurité au sein du groupe. Aussi Roy était-il passé maître en immobilité, en particulier quand il avait peur. Et il était pas mal effrayé maintenant, avec 9 serpents venimeux rampant à ses pieds. « Respire un bon coup, lui conseilla la voix dans son dos. « J'essaie, répondit Roy. « Ok, maintenant tu vas reculer très lentement quand j'aurai compté jusqu'à 3. Ah non, je crois pas. 1. Attends une seconde. 2. S'il te plaît, supplia Roy. 3. Je peux pas. 3, répéta la voix. Les jambes en caoutchouc, Roy recula en titubant. Une main l'attrapa par sa chemise et l'attira dans le fourré de poivrier. Au moment où les fesses de Roy touchaient la poussière, on lui glissa une cagoule sur la tête et on lui ramena les bras derrière le dos. Avant qu'il ait pu réagir, on lui enroula 2 fois une corde autour des poignets qu'on noua au tronc d'un arbre. Roy sentit son écorce lisse et collante en remuant les doigts. « Qu'est-ce que ça signifie » demanda-t-il. « C'est à toi de me le dire. » La voix était face à lui désormais. « Qui tu es ? Qu'est-ce que tu fais ici ? » « Je m'appelle Roy Eberhardt. Je t'ai vu courir depuis le bus de l'école l'autre jour. Je sais pas de quoi tu parles. »« En fait, 2 jours différents, fit Roy. Je t'ai vu courir et ça m'a rendu curieux. Tu avais l'air, je sais pas, speed. C'était pas moi. Si. » Le manipulateur de serpents contrefaisait une grosse voix, celle d'un enfant imitant celle d'un adulte. « Je te jure, dit Roy, que je suis pas venu t'embêter. Retire-moi cette cagoule qu'on puisse se voir, tu veux ?» Il entendit la respiration du garçon, puis « Va falloir que tu te casses d'ici, et tout de suite. Mais, et les serpents, ils sont à moi. Ouais, mais ils iront pas loin, je les rattraperai plus tard. » « C'est pas ce que je voulais dire, fit Roy. » Le garçon éclata de rire.
T'inquiète, je vais te raccompagner. T'as qu'à faire ce que je te dis et tu seras pas mordu. Ah, le mec, marmonna Roy entre ses dents. Le garçon le détacha du poivrier du Brésil et le remit sur ses pieds. Je dois reconnaître que t'as assuré, fit le garçon. La plupart à ta place auraient pissé dans leur froc. C'est des bouches de coton? Ouais. L'autre eut l'air ravi que Roy sache de quel serpent il s'agissait. Là où j'habitais avant, il y avait des tas de serpents à sonnette, fit Roy spontanément. Il se disait que, s'il pouvait entamer une conversation amicale, le garçon pourrait changer d'avis et lui retirer la cagoule. Mais j'ai jamais entendu parler de bouches de coton à queue pailletée. Ils vont à une teuf. Allez, avance. Le garçon attrapa Roy par derrière et le guida en avant. Il avait une poigne solide. Je te dirai quand te baisser pour éviter les branches, ajouta-t-il. La cagoule était noire ou bleu foncé, et Roy ne voyait aucun trait de lumière à travers l'étoffe grossière. Il trébuchait à l'aveuglette et tanguait à travers le fourré. Mais le garçon, aux pieds nus, l'empêchait de tomber. Roy sut qu'il n'était plus sous les arbres quand l'air devint plus tiède et que, sous ses pieds, le sol redevint plat. Il sentait à nouveau l'odeur de fertilisant du gazon du parcours de golf. Ils arrêtèrent bientôt leur marche et le gamin desserra les nœuds des poignets de Roy. « Te retourne pas, dit-il. C'est quoi ton nom ? Demanda Roy. J'ai plus de nom. Bien sûr que si, tout le monde a un nom. Le gamin grogna. On m'appelle Doigt de Mulet, et pire encore. Tu vis par ici pour de bon, hein ? C'est pas tes oignons. Et même si. Tout seul ? Et ta famille ? Demanda Roy. Le garçon lui tapota la nuque. Tu poses trop de questions indiscrètes. Pardon. Roy remarqua qu'il avait les mains libres, mais les garda derrière son dos. Te retourne pas avant d'avoir compté jusqu'à 50, lui recommanda le garçon. Sinon, un beau matin, tu te réveilleras avec un de ces bons vieux bouches de coton dans ton pieu. Pigé ? Roy fit oui de la tête. Bien, commence à compter. 1, 2, 3, 4, énuméra Roy à haute voix. Arrivé à 50, il ôta la cagoule en un tournement et pivota sur lui-même. Il était seul au milieu du practice, entouré de balles de golf à perte de vue. Le garçon aux pieds nus avait disparu une fois de plus. Roy retourna en courant jusqu'à sa bicyclette et revint chez lui en pédalant le plus vite qu'il put. Il n'était ni effrayé ni découragé, et il était excité comme une puce.